Salut, ici Jeff Boudreau. Vous regardez présentement une production TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu, votre télé locale. Bonjour, bienvenue à Vallée des Arts. Ici Gaëtane Boyer. Mon invité cette semaine découvre des formes dans l'argile. J'ai le plaisir de vous présenter Édith Bélan. Bonjour Édith. Bonjour Gaëtane. Bienvenue à Vallée des Arts. Merci. Édith, je pose la question à tout le monde. Ça date de quand l'art dans ta vie? Ça a commencé en 2004, en avril 2004. J'ai expérimenté avec une personne, c'est un médium, et puis ça a été une façon pour moi de m'exprimer suite à un moment difficile dans ma vie. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment pour mon plaisir personnel, mais ça a vite viré à la passion, et puis voilà, j'ai poursuivi des cours avec cette personne, et puis pendant 3 ans. Et ensuite, pendant ce moment-là, j'ai déjà commencé des expositions. J'ai gagné des prix rapidement. J'ai vendu une première pièce à un collectionneur aussi. Donc, c'était au-delà de mes espérances, ces résultats d'exposition. C'est bien. Puis, j'ai lu à quelque part que quand tu étais petite, tu jouais avec l'argile grise sur le bord d'une rivière. Oui, c'est ça. Mes parents ont un chalet qui est sur une bord de la rivière Tawachiche, en Mauricie. C'est un nom amérindien. C'est une région où c'est très argileux. Et puis, comme enfant, je jouais proche de l'eau, j'ai remarqué les petites pierres, les petites graines d'argile, puis je me suis amusée beaucoup avec ça quand j'étais enfant. Mais disons que j'ai laissé rapidement parce que j'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Ça craquait, c'était comme... il y avait trop... Lorsque ça séchait? Oui, c'est ça. Donc, c'est resté comme ça. Plusieurs années plus tard, j'ai une tante qui s'est mise à faire des personnages avec de l'argile, pas grise, là, de l'argile couleur terre, terracotta. Et puis, pendant longtemps, j'ai admiré ces personnages, là, genre de... Entre 10 ans et 18 ans, là, j'admirais beaucoup tous les personnages qu'elle pouvait faire. Des clowns, des dames, des canotiers, bon. Et puis, à mes 18 ans, elle m'a offert un de ces personnages-là que j'aimais beaucoup. Alors, pour moi, ça a été très précieux. Et je pense que l'élément de la rivière, plus ma tante qui faisait des personnages, je pense qu'il y a comme, ça a semé une passion en dedans de moi. Et puis, voilà, comme plusieurs années plus tard, vers l'âge de, je dirais, 35, 36 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ce médium-là. Je suis allée voir une exposition et puis c'est là que j'ai rencontré Juliane Lepage qui m'a enseigné le modelage, le façonnage pour travailler l'argile. Alors voilà, c'est un peu de loin qu'est partie cette passion et puis voilà. Aujourd'hui. Parce que ton métier, en vrai, là, pour gagner ta vie, oui. À un moment donné, c'est complètement différent. Oui, c'est ça. J'ai pensé, quand j'ai voulu m'inscrire à l'université, j'ai pensé m'en aller en art pour enseigner les arts visuels, les arts plastiques. Et puis finalement, j'ai bifurqué vers autre chose. J'ai fait un bac en adaptation scolaire et sociale. Alors, depuis 89, j'enseigne comme orthopédagogue. Alors, en ce moment, je suis en fonction, mais disons à temps partiel. J'ai ralenti mes activités d'orthopédagogue pour pouvoir travailler davantage là, les arts. Le côté sculptural. Oui. Mais pourquoi pas la peinture? Je ne sais pas, je me pose, c'est vraiment la sculpture qui t'a attirée dès le départ? Oui, je crois que j'ai quand même le goût de peindre. Je me souviens qu'il y a longtemps, j'avais le goût de peindre, mais ce qui est venu à moi suite à l'événement majeur très difficile dans ma vie, ça a été vraiment comme quelque chose qui est venu à moi. C'est pas vraiment moi qui a choisi tellement. Tu t'es pas posé de questions. Non, je me suis pas posé de questions. Puis même, on parle de sculpture, mais c'est vraiment le médium de l'argile.
Je voulais pas sculpter la pierre, je voulais pas sculpter le bois ou d'autres médiums, travailler le métal. C'était vraiment l'argile. Et je pense que c'était une façon d'aller guérir la peine là, que j'ai pu vivre. Et puis, ça a été vraiment thérapeutique pour moi de travailler cette argile-là. C'est comme une méditation pour moi, travailler l'argile. Ouais. J'imagine que les téléspectateurs se posent la question aussi, est-ce qu'on dit sculpteur ou sculptrice? Excellente question. J'ai demandé justement à une réviseure linguistique et puis elle m'a spécifié qu'ici au Québec, on accepte sculpteur, avec un E, mais qu'évidemment qu'à l'international, le féminin, disons, plus accepté ou utilisé, c'est sculptrice. Mais j'ai un petit peu de difficulté avec sculptrice. Je trouve que c'est un petit peu moins doux à l'oreille. Moi, je préfère sculpteur. Plus péjoratif, on dirait. En plus, aussi. oui, Ouais, c'est ça. ouais. Je préfère sculpteur. Alors, voilà. Parce qu'il y a des personnes aussi qui utilisent sculpteur sans E, Oui. même s'ils sont des femmes. Oui. C'est Oui. vraiment la langue du Québec qui Tout à fait. l'emporte ici dans la majorité Exactement. des cas. Mais elle me disait que, par contre, il ne faudrait pas dire sculpteuse. Ça serait vraiment une erreur d'étymologie linguistique, oui. Ouais. Est-ce que tu donnes des ateliers aussi? J'en ai donné, mais c'est à l'occasion. Je suis inscrite dans un parcours écotouristique offert par une agence de voyage. Et il y a quelques années, il y a un groupe justement à qui j'ai donné un atelier de 2 heures d'initiation. Pas un cours tout détaillé comme moi j'ai pu suivre. C'est un cours d'initiation. Je l'ai fait aussi dans le cadre des Journées de la culture avec des enfants dans le milieu de la Mauricie, là, dans un petit village. Alors voilà, c'est quelques occasions. Là. Pour l'instant, puisque je suis encore au travail au niveau de l'orthopédagogie, j'ose pas m'embarquer de façon régulière. Mais oui, c'est offert, ça serait possible. Oui. Est-ce que tu trouves ça difficile, tu travailles encore comme orthopédagogue, Oui. et de garder du temps pour la sculpture? Est-ce que tu es obligé de te dire, ben là, je garde le lundi ou le vendredi ou le samedi, dimanche? Non, là, c'est pas régulier. J'y vais un peu, parce que pour créer, il faut quand même se donner un peu de temps. Donc, c'est sûr que j'y vais avec les longs congés que je peux avoir, les week-ends. C'est pas régulier, c'est pas un travail assidu pour l'instant, mais je le fais de façon régulière parce que pour moi, c'est un besoin de pouvoir m'exprimer par ce biais-là. Oui. Est-ce que ça t'arrive de laisser traîner tes modelages un petit peu partout? Pas un peu partout, là. J'ai quand même un endroit où je peux travailler, mais oui, ça se peut que mon atelier soit un peu en désordre et qu'il y a des outils qui traînent. Et puis, en fait, c'est ce qui est intéressant avec l'argile, c'est que si on humecte la pièce et qu'on la brille bien comme il faut, il y a possibilité, dans le fond, d'arrêter le travail puis de le reprendre la semaine d'ensuite ou même dans 3 semaines. Donc, tant et aussi longtemps que l'argile demeure humide, alors il y a possibilité de reprendre le travail plus tard, là, sans problème. Ça veut dire que si jamais tu la laisses sécher, c'est comme fini? Oui et non. On peut toujours la réhumidifier, mais c'est sûr que c'est pas aussi facile de la travailler à ce moment-là. Ouais. Est-ce que c'est difficile pour une sculpteur de faire une exposition solo? Comparé à une exposition de groupe? Une composition de groupe, non, je crois pas. Je pense qu'il faut juste aller cogner à la bonne porte. C'est sûr que dans certains endroits où on va demander que les gens aient un baccalauréat en art, bien là, c'est sûr que pour moi, dans mon cas, c'est plus difficile à ce moment-là, mais j'en ai fait 2 jusqu'à maintenant. Puis pour moi, c'est pas une difficulté, là. Je me dis, si le besoin, si j'ai une... Parce que ça prend beaucoup de pièces, là, oui, exactement. Pour faire un solo, exactement. Puis il faut avoir un fil conducteur aussi habituellement, à moins que ça soit une rétrospective. Mais il faut avoir un fil conducteur, là, si on veut avoir une thématique. Est-ce que tu peux me parler du fonds Carrefour culturel Méquinard? Oui, ça, c'était une belle aventure. À partir de 2005, mon conjoint et moi, on avait fait l'acquisition d'une vieille maison ancestrale dans le village de Lac-aux-Sables, en Mauricie. On a travaillé fort pour installer une salle d'exposition et j'ai invité des peintres à exposer, j'ai invité des sculpteurs à exposer, j'ai mon atelier aussi qui est là.
Et puis, ça a été une belle aventure pendant 6 ans, pendant les périodes d'été, puisque je suis plus disponible. On avait dans ce carrefour-là un récital de poésie, ça peut être en fait des arts de la scène, comme une chanteuse de la région qui est venue, et évidemment les expositions collectives qui ont lieu pendant 6 saisons. Alors, ça a été une belle aventure, j'ai créé des liens extraordinaires, ça a été un défi pour moi, et ça a été une façon, en fait, de commencer à exposer en solo. Finalement. Ah, c'est une bonne idée. Oui. Est-ce que tu penses reprendre ça plus tard? Ça va l'air tellement intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais c'est beaucoup de travail. travail. Et compte tenu de mon emploi comme orthopédagogue, j'ai dû faire un choix. Je ne voulais pas laisser tomber ma propre création en sculpture. Alors, j'ai mis un terme à cette aventure, malheureusement. Parce qu'en plus de t'occuper de toi, il faut que tu t'occupes de tout le monde qui vient exposer avec toi. Oui, exactement. C'est beaucoup de travail, là, oui. As-tu un objectif de carrière, je ne sais pas, peut-être à la retraite, je fais juste de la sculpture ou je ne sais pas? Oui, c'est sûr que pour moi, c'est une passion qui est déjà pour ma part une deuxième carrière que j'ai en simultané avec l'orthopédagogie. Alors, c'est pourquoi je vais à des expositions professionnelles. J'évolue dans mon travail de sculpture tout le temps. J'ai apporté aujourd'hui 3 œuvres. La première que j'ai créée et d'autres, une autre plus récente, puis l'autre qui est à mi-parcours dans le fond de mon travail. Alors oui, je veux m'y consacrer, puis j'ai déjà commencé à faire des expositions collectives à l'international. Une en Espagne, 2 fois au Japon, et j'aimerais ça peut-être faire une résidence d'artiste à l'international, par exemple. C'est ce que je vise éventuellement. C'est intéressant. Oui. De quoi est-ce que tu es la plus fière jusqu'ici dans ton travail de sculpteur? Difficile à dire. Oui, difficile à dire parce que chaque type d'œuvre que j'ai pu créer, que ça soit plus stylisé ou figuratif, je suis quand même contente d'avoir fait quelque chose d'assez bien réussi au niveau figuratif. J'ai décidé de ne pas poursuivre et de fignoler, dans le fond, ce type-là. Je me suis plutôt dirigée vers quelque chose de stylisé. Et c'est un peu... Maintenant, c'est ce que je préfère parce que ça laisse encore plus de place à la spontanéité. Donc, c'est ce que j'aime, là, dans le fond, d'y aller avec quelque chose de plus stylisé, de moins figuratif, mais c'est quand même, on y voit quelque chose qui est réel. C'est pas abstrait complètement. Édith, c'est déjà tout le temps qu'on a pour la première partie. On va revenir avec la démo. D'accord, merci. Restez avec nous. Quand on regarde l'ensemble de mon travail, c'est très féminin, c'est très voluptueux, c'est très sensuel, c'est très féminin. On rejoint aussi des fois la thématique de l'oiseau, la protection, la naissance. Bonjour, je suis Annie Villeneuve. Vous regardez présentement TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu, votre télévision locale. Mon nom est David Daigle, animateur à l'émission Point de vue sur les ondes de TVR9. Chaque semaine, j'aborde les thèmes d'affaires publiques d'intérêt pour la population de la vallée du Richelieu. Mes invités viennent faire le point sur des sujets qui vous concernent, tout en répondant aux questions pour lesquelles nous souhaitons avoir des réponses. Je vous invite à m'envoyer vos suggestions de thèmes d'émission ou encore vos questions. C'est donc un rendez-vous chaque semaine à l'émission Point de vue sur les ondes de TVR9, votre télévision de la vallée du Richelieu. Ici Claire Leduc. Je suis la recherchiste et l'animatrice de Bébé Boom, une émission de service et de réflexion pour les parents et les grands-parents. Pour cette 5e saison, j'interviewerai des invités qui vous apporteront des connaissances de pointe pour enrichir votre rôle de parents et de grands-parents. Soyez au rendez-vous. Bonjour, ici France Bergeron, animatrice de l'émission Parole d'auteur diffusée chaque semaine sur TVR9. Vous connaissez quelqu'un qui est passionné des mots? Faites-nous le savoir en communiquant à l'adresse inscrite au bas de l'écran. J'ai hâte de partager ces découvertes avec vous. Nous sommes de retour avec Édith Bélan. Bon, Édith, tu nous as amené une belle pièce que tu as commencée, ça fait pas tellement longtemps.
Et c'est de l'argile que tu vas intégrer avec du bois et une sphère, là, je crois. Oui, c'est ça. Alors ici, c'est le vrai terme, en fait, de la terre, c'est de la faïence. Et il y a différents types de couleurs. On peut voir que j'ai fait des sculptures couleur crème, mais celle-ci, c'est de la terre noire qu'on appelle, puisque c'est la plus foncée. Alors, la fin de semaine dernière, j'ai pris un bloc de terre, j'en ai pris une partie, et j'ai commencé à façonner avec mes mains pour commencer. Et la pièce est partie de ce bois-là. En fait, c'est un bois flotté que j'ai récupéré sur le bord de la rivière où j'ai un pied à terre à Mauricie. Alors, je nettoie le bois, je le ponce, je le fais sécher, je le vernis. Et ensuite, je ne sais pas toujours ce que je vais faire avec. C'est vraiment la forme du bois qui m'inspire. Et dans ce cas-ci, j'ai décidé de faire un personnage qui est un peu ouvert. Et j'ai ici, à l'intérieur, commencé avec un outil, une mirette. C'est un cylindre en bois avec une petite mèche, un petit fil de métal pour aller gratter, couper, vider. Alors, j'ai mon bois ici que j'ai bien placé et évidemment que le bois, je ne le fais pas cuire dans mon four à céramique parce qu'il deviendrait poussière. Alors, c'est un assemblage après la cuisson. Et cette sphère-là ici qui va servir de tête à mon personnage qui est stylisé. Alors, j'ai commencé à travailler l'extérieur, mais de façon grossière. Parce que si je fais tous les petits détails, bien évidemment que je risque de les perdre, puisque quand c'est très épais, à certains endroits, je dois sectionner avec un fil de métal et je dois aller vider à l'intérieur. Et ensuite, pour enlever de l'épaisseur, parce que là, si c'est trop épais, ça ne sèche pas de façon uniforme. Et à la cuisson, ça risque d'éclater. Alors, il faut respecter une certaine épaisseur. Alors, voilà. Puis, si je vais faire tous les petits détails, bien évidemment que quand je sectionne, je dois refaire les motifs. Après, je dois réassembler ma pièce. Alors, tout à l'heure, tu nous disais que tu travailles avec un plateau tournant. Oui. Que tu as oublié, malheureusement. Oui. Ça arrive. La neige était dans ma tête. Oui. Alors, tu travailles en circularité, tu travailles... Oui, c'est ça. Il faut bien distinguer. Par contre, les gens vont dire, quand je leur dis que je travaille la pierre, pas la pierre, mais l'argile, les gens disent, « Ah, tu fais de la poterie. » Non, non, il faut distinguer. La poterie, c'est avec un tour. Et c'est beaucoup plus des pièces utilitaires, tandis que moi, j'y vais par façonnage. Donc, on utilise le même médium, les potiers et moi, mais ce n'est pas la même chose. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, si j'avais un plateau qui tourne, une planche de bois, je peux tourner ma pièce et travailler, en fait, de tous les côtés pour pouvoir soit amincir, donner une orientation à ma terre, puisque c'est très malléable. C'est ce que j'aime de ce médium-là. C'est très malléable, on peut réajuster. Comme on veut. Puis, si jamais, par erreur, j'accroche quelque chose, ça casse, bien, je peux toujours, contrairement à la pierre ou à d'autres médiums, bien, je peux toujours réutiliser de l'argile pour pouvoir la fixer à nouveau, la retravailler. Alors ici, on a le personnage, on voit l'épaisseur est beaucoup trop épais. Alors évidemment que je vais sûrement devoir le couper en deux, puis aller vider un morceau, vider l'autre, puis ensuite le refaire, puis terminer avec mes outils pour donner, creuser avec les ébauchoirs et aussi les mirettes. Est-ce que tu parles d'un croquis ou c'est vraiment à partir de ton bois, l'imaginaire prend forme? Tout à fait. Dans ce cas-ci, c'est l'imaginaire et c'est vraiment à partir du bois. Quand je récupère le bois, je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est vraiment quand je m'y mets que je réfléchis, j'essaie de voir qu'est-ce qui m'inspire. Et je vous dirais que souvent, ce que je peux vivre aussi dans ma vraie vie, ça se peut que ça influence le travail qui sort à ce moment-là. Des fois, je peux travailler avec un croquis. Alors, derrière toi, on a un petit personnage, là. Donc, on m'avait demandé de
pour faire un petit trophée de motivation pour des élèves dans une école. Alors, j'ai fait la pièce, mais avant de la faire, j'ai fait un dessin. Alors, mais c'est plutôt rare. Si j'ai une idée en tête et que je n'ai pas de l'argile sous mes mains, ça se peut que je griffonne quelque chose dans une petite tablette. Une petite ébauche. Une ébauche, c'est ça, pour me rappeler de cette idée-là. Puis ensuite, mais c'est maintenant de moins en moins fréquent. Je vous dirais que j'aime beaucoup travailler par Puis à partir de spontanéité. l'argile, tu peux aussi faire du bronze. Oui, tout à fait. À partir de la pièce, un coup qu'elle a été séchée, cuite, terminée, je peux l'amener dans une fonderie où on va y faire un moulage et toutes les étapes de fonderie. Puis ensuite, ils vont pouvoir couler un bronze et puis voilà, on a une réplique de ma pièce, mais dans un matériau, disons, plus dispendieux, mais selon les perceptions nobles. Ça veut dire que ta pièce qui est unique va valoir moins cher que ta pièce en bronze parce que le bronze coûte plus cher? Oui, oui, c'est ça, ma pièce. Mais en fait, c'est que quand qu'on fait une certaine quantité de bronze, c'est quand même considéré comme des originaux. Donc oui, évidemment, je ne peux pas vendre ma pièce en argile le même prix que je peux vendre un bronze. Parce que le matériau du bronze, qui est un alliage de métal, plus les étapes de... en fait, du moulage et tout ça, sont dispendieux. Oui. Alors, voilà. Comme toi, tu n'as pas de fonderie chez toi. Non, là, on pense à Inverness ou quelque chose comme ça. Oui, il y a plusieurs fonderies à Inverness. D'ailleurs, c'est pour la plupart des bronzes que j'ai créés, c'est eux qui me les ont faits. Là. Oui. Est-ce que tu fais surtout, quand tu fais du personnage, même s'ils sont stylisés, est-ce que c'est plus des femmes que des hommes? Ou, oui, oui. Je me rends compte que quand on regarde l'ensemble de mon travail, c'est très féminin, c'est très voluptueux, c'est très sensuel, c'est très féminin. On rejoint aussi des fois la thématique de l'oiseau, la protection, la naissance. Ici, je n'ai pas d'exemple, là, mais ça revient souvent. Et depuis un bout de temps, il y a toujours une sphère, qu'elle soit en pierre ou qu'elle soit en argile, il y a toujours une sphère qui est intégrée. Et pour moi, c'est un peu un signe de vie dans certains cas. Là. Ici, c'est une tête, mais dans d'autres cas, ça va être un signe de vie qui peut venir. La sphère, ça peut signifier la terre-mère, Gaïa. Exactement, aussi. exactement. Oui, tout à fait. On fait des comparaisons. Oui. Est-ce que c'est difficile au Québec de vivre de la sculpture? Est-ce que c'est aussi connu que la peinture? Est-ce que les gens, il y a autant d'amateurs? Ou... Non, je pense que c'est un marché à développer. Il y a, par exemple, de plus en plus, cependant, des expositions où on va inviter d'abord les peintres, mais on va faire une place aussi un peu aux sculpteurs. Mais depuis 14 ans que je suis un peu ce domaine, je vous dirais que ça s'en va dans la bonne direction. Les gens apprécient ce travail-là et je pense qu'on peut juste dire que tout est à faire, ou presque. Là, mais oui, effectivement, c'est plus difficile pour les sculpteurs de vivre de leur art. Oui. Je vais te laisser un petit peu travailler. D'accord. Je suis curieuse de voir. Ça. Donc, évidemment qu'on travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec les mains, comme ici, si je veux m'assurer que mon bois est à la bonne place, le bras de mon personnage va venir s'appuyer sur le bois, donc je pourrais le laisser comme ça, puis tourner ma plaque si je l'avais, et puis réajuster si le bras est trop haut ou pas assez haut. Mais il faut quand même que je considère qu'en séchant, l'argile va rapetisser et que... Il faut calculer. Oui, il faut un petit peu calculer. Les Moi, j'y vais à peu près. Là. Je ne fais pas vraiment des calculs mathématiques. J'y vais par intuition. Oui. Donc, je laisse un peu d'espace. Puis expérience, j'imagine. Oui, exactement. Donc, ici, j'ai commencé à faire un petit espace là, en arrière. Et évidemment qu'avec des outils, je vais probablement venir le soulever davantage pour qu'il y ait un mouvement un peu plus... comme aérien, je dirais, là, dans les airs. Alors, je peux y aller avec... beaucoup de courbes et d'effets qui montent. Là, oui, exactement. Donc, je pourrais accentuer, dans le fond, à partir d'ici, là, la base, je pourrais venir pincer
et accentuer, dans le fond, le mouvement que j'ai déjà commencé. Puis on voit ici, il y a comme un étage qui s'est créé naturellement. Donc, avec des outils, je vais probablement venir travailler ici pour faire, en fait... le différencier du reste. Oui, oui, oui. Faire des dimensions en 3 dimensions. Donc, je peux travailler à faire une pince ici, tourner mon personnage et faire la même chose de l'autre côté. Aller chercher ce qu'il y a en bas, l'épaisseur de la terre, la travailler avec les mains. Puis, à la fin, venir avec un outil pour pouvoir le soulever davantage sans que ça crasse, là, sans que ça... Il faut toujours faire attention. Oui. Est-ce que dans ton atelier, tu as une ambiance particulière ou c'est le silence? Ou... Non, c'est pas le silence. Souvent, je vais mettre de la musique de méditation, donc sans parole. Ça m'aide à me centrer dans ce que je fais. Puis, parfois, ben j'ai pas de musique, mais je peux travailler à l'extérieur, en pleine nature, sur le bord de l'eau, près de l'eau. Tu as déjà ta musique? Oui, j'ai déjà la musique de la nature là, qui, en fait, m'entretient. Là. Juste le son de l'eau, c'est suffisant. C'est inspirant, à ce moment-là. Oui. Donc, je peux travailler comme ça ici. Puis, à l'intérieur, si je trouve que c'est trop épais, je peux toujours aller travailler avec mes pouces. Aller chercher des morceaux d'argile et creuser comme ça davantage. Je peux aussi utiliser les ébauchoirs, qui sont des morceaux de bois formés exprès pour les sculpteurs et les potiers. Voilà, je peux le faire à la main, mais évidemment que le travail final, ça va être avec les outils. Édith, c'est à peu près tout le temps qu'on a, malheureusement, pour l'émission. Je trouve que ça a passé trop vite. Tout le temps, c'est sûr. Je te remercie de ta générosité et d'avoir bravé la neige ce matin pour venir nous voir. Merci d'avoir été là, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Je suis très touchée par l'invitation. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sculpteur, peut-être. Au revoir et bonne semaine.